Mr. Damien, please welcome. The floor is yours. Excellence, Madame la Première ministre, Excellence, Monsieur le VPM, Excellence, Madame l'ambassadeur, Messieurs et Dames investisseurs, chers compatriotes, je vous salue. Il m'a été demandé de partager avec vous en serre des projets sur l'électrification rurale, les opportunités que nous avons dans le secteur. Mais je commencerai peut-être à dire, on a très peu de minutes, mais on va essayer de se présenter d'abord. C'est quoi ANSER? ANSER, c'est l'Agence nationale d'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain. En fait, il y a eu plusieurs années où il y avait le monopole de la SNEL pour la production, le transport, la distribution d'électricité. Mais pour essayer d'atteindre les zones les plus reculées, où nous avons 80% de nos populations, l'État congolais avait donc décidé de mettre en place l'Agence d'électrification rurale. La mission de l'ANSER, c'est quoi? C'est effectivement la promotion et le financement de l'électrification rurale et périurbaine. Il y a deux axes, effectivement. Lorsque je parle de la promotion, c'est là qu'intervient le lobbying ou bien les activités que nous menons pour pouvoir capter des investisseurs privés. Parce que, d'une part, pour l'axe de financement, nous avons, c'est clair, les dotations de l'État congolais. Il y a des redevances qui nous permettent clairement de pouvoir investir. Mais vous allez comprendre que ce n'est pas suffisant. On a besoin d'un peu plus d'investissement, ce qui implique effectivement la dimension du PPP. Et dans la promotion, nous avons la mission de pouvoir convaincre les investisseurs privés à découvrir les opportunités que nous avons dans le secteur. Alors, ici, le target que nous avons, 30% d'électrification à atteindre d'ici 2025, et d'ici 2030, nous voulons atteindre 50%. Alors, il y a certains chiffres qu'il est important de connaître, c'est le taux d'électrification global en RDC ne dépasse pas les 20%, et dans les zones rurales et périurbaines, c'est plus ou moins 1%. Et ça, c'est des chiffres importants qui montrent effectivement le gap, et ce gap qui représente l'opportunité de pouvoir se positionner dans ce marché. Je voudrais aborder la dimension d'investissement et d'opportunité. Ici, j'ai un tableau qui reprend à peu près 269 projets que nous avons tirés d'un pipeline d'à peu près 1170 projets. Nous avons mis en place ce que nous appelons des plans locaux d'électrification. La RDC a à peu près 145 territoires et aujourd'hui nous sommes en mesure de vous dire quelle est la stratégie mise en place pour électrifier chaque territoire. On a à peu près 1170 projets, mais nous avons tiré de tous ces projets 269 projets que nous appelons le programme d'investissement prioritaire avec un montant évalué à plus ou moins 742 millions de dollars et la possibilité de pouvoir atteindre plus de 3 millions d'âmes et une puissance installée de 220 MW. Alors aujourd'hui, sur les 269 projets, nous avons déjà lancé une cinquantaine opérationnels. Nous avons 50 chantiers, 22 sont terminés. Aujourd'hui, nous sommes sur le point d'inaugurer 22 projets et il y en a 27 qui sont en cours, 60% déjà atteints. Et ça constitue aussi une opportunité parce qu'il y a une recherche de financement pour pouvoir reprendre la main, continuer et finaliser ces projets. Alors, dans les opportunités, ici, vous voyez, on parle de PDL 145 territoires. C'est clair que je crois que le VPM est revenu sur ça tout à l'heure. Dans le PDL 145 territoires, c'est le plan de développement local. La RDC prévoit comment organiser un développement vraiment holistique dans chaque territoire. Et nous venons nous positionner dans ce programme sur le volet électricité. Je disais qu'on avait 145 territoires et cette année, le gouvernement nous demandait de construire au moins 2 centrales solaires dans chaque territoire. Nous sommes à 300 centrales, c'est une opportunité. Nous parlons du PPP, je ne reviens pas sur ça parce que mon collègue de SCPP a largement parlé de ça.
nous avons la dimension des mines. La manière dont nous, on essaie de configurer les projets, ce n'est pas juste l'électricité. C'est bien de donner l'électricité, mais si l'électricité n'a pas un impact sur le développement socio-économique, c'est du vent. Alors, nos projets, on les conçoit de manière assez holistique. Nous avons toute une direction d'études socio-économiques qui permet en fait de donner des résultats ou de donner des données sur l'électricité et tout le potentiel de développement socio-économique. Et ici, par exemple, il y a une énorme opportunité dans le secteur des mines. Nous avons finalement, au sein de l'ANSER, développé une approche mine, c'est-à-dire électricité, comment desservir les mines. Les miniers, ça nous intéresse aussi parce que lorsque vous desservez les miniers, ça veut dire qu'il y a de l'emploi qui est créé pour les populations locales et puis évidemment l'amélioration de la qualité de vie. Au fonds Mwinda, nous avons le fonds Mwinda qui est un fonds de subvention. Vous savez, souvent les investisseurs sont très frileux d'aller dans des zones rurales et périurbaines, mais je voudrais informer que c'est effectivement dans ces zones qu'on a 80% de nos populations. Tout à l'heure, la Première ministre nous a donné le chiffre de la population que nous sommes, 120 millions, évidemment 250 millions s'il faut prendre en compte les pays voisins, mais sur les 120 millions, 80% des Congolais sont dans des provinces, zones rurales et périurbaines. Et beaucoup d'investisseurs ont souvent peur d'aller dans ces zones parce qu'il semblerait que le pouvoir d'achat, la capacité financière des populations n'est pas suffisante. Alors pour pallier à cette préoccupation, nous avons le fonds Mwinda qui vient d'une part intervenir, que ce soit dans le CAPEX, dans l'OPEX ou dans le prix au kilowattheure, c'est pour permettre à ce que l'investisseur se retrouve, que la population puisse payer l'électricité avec un prix qui lui convient, et que nous, on atteigne nos objectifs qui consistent à pouvoir augmenter le taux d'électrification. Au-delà de ça, le même fonds vient se positionner dans le financement des projets d'usage productif. On construit une centrale de 100 kW, 200 kW, 1 MW, mais en même temps aussi, on essaie de pouvoir renforcer les initiatives industrielles locales pour qu'elles puissent consommer de l'électricité et créer de la richesse. Je m'en vais présenter très rapidement. Nous avons, je viens de vous dire qu'on a 1170 projets repris dans notre programme. Nous avons fait un programme d'investissement prioritaire avec à peu près 269 projets. Et de ces 269 projets, 40% de ces projets ont des études bancables. Ici, je présente juste parce qu'on nous a donné très peu de temps, 3 projets qui peuvent être intéressants, mais je vous inviterai aussi au stand de pouvoir nous contacter pour avoir des détails sur d'autres projets ou ceux que je vais présenter. Puisque nous faisons de la promotion de l'électrification, nous nous greffons aussi sur des projets existants, surtout si ça impacte les zones qui nous concernent. Ici, le premier cas, c'est Ntsele. Vous savez, Ntsele, on parle Ntsele, mais c'est aussi Maluku, c'est un peu la périphérie de Kinshasa. Il y a un grand projet, tout le monde a éventuellement entendu parler de ça, c'est la construction d'une nouvelle cité. C'est un projet qui est en cours, qui avance très bien et très vite. Et ce projet lui-même a un besoin de 500 MW. Alors, au-delà de ça, il y a le parc industriel de l'Antsele, mais à part ça, il y a les ZES, hein, les zones économiques spéciales. J'ai eu une belle réunion la semaine passée avec le DG. Je me réjouis de voir le DG qui est sur place. Et c'était pour réfléchir comment est-ce que nous pouvons commencer à amener de l'électricité dans les zones économiques spéciales. Parce qu'en même temps, nous sommes par exemple, nous sommes contactés par un investisseur qui dit « je vais construire, commencer à produire des panneaux solaires » à Kinshasa. Eh bien, il doit se retrouver dans une ZES, mais pour produire ces panneaux, il faut de l'électricité. Eh bien, nous, on vient apporter des solutions par rapport à ça. Et ici, dans cette zone de l'Antsele, il y a une opportunité au-delà de 500 MW, mais nous, ici, nous parlons de 100 MW parce qu'effectivement, nous pouvons y aller progressivement. Je parle d'un deuxième projet qui est important, c'est Bukangalonzo. Bukangalonzo, c'est quoi? Vous allez vous rappeler qu'il y a un énorme parc agro-industriel qui avait commencé à être implémenté en RDC, malheureusement, qui a connu des soucis. Mais c'est quand même une zone où il y a du potentiel, où il y avait déjà des équipements sur place. Et là, nous voulons nous positionner sur ça pour voir dans quelle mesure
puisqu'il y a déjà les transformateurs qui sont sur place, comment les amener dans des zones à Kenge, Masimanimba. Et je voudrais rassurer effectivement que dans cette zone-là, il y a un énorme potentiel agro-industriel. Je voudrais aussi signaler que nous avons un cadre de travail avec la SNEL. Chaque fois que nous allons piquer sur la ligne de la SNEL est impliquée de manière à ce que, lorsque l'énergie est desservie, que la SNEL reprenne la main pour toute la partie desserte. Nous avons aujourd'hui à peu près 12 projets dans lesquels on est ensemble. Je parle ici de la centrale de Chipuka. Je rappelle que 40% de nos 269 projets ont des études, donc il y a beaucoup d'études. Je mets en évidence juste ces trois. Chipuka, et je propose des projets qui sont déjà avancés et qui ont juste besoin encore d'un coup de pouce, mais qui ont déjà démontré une rentabilité réelle et un temps de retour sur investissement acceptable. Chipuka, c'est une centrale de 10 MW, c'est un Mbujimayi, du côté de Chilenge, c'est à une vingtaine de kilomètres de la ville de Mbujimayi. Vous savez, la ville de Mbujimayi compte plus ou moins 2 millions d'habitants, avec un besoin de plus de 100 MW d'électricité. Oui, il y a la MIBA qui est là, où on produit du diamant et consorts, mais aujourd'hui, la puissance disponible en Mbujimayi ne dépasse pas les 4 MW. Alors, cette centrale viendra répondre à ces besoins de la ville, de 2 millions d'habitants, mais au même moment aussi un projet dans la région du parc agro-industriel. Je voudrais conclure effectivement en... Ah oui, ça c'est Kolwezi. Ça ressemble exactement un peu au projet que j'évoquais tout à l'heure sur Ntsele, mais ici, c'est un modèle de projet pour desservir les miniers. Et pour ça, ça peut passer soit par des PPP ou par un PPA. Je termine avec... vous allez voir qu'ici, je parle de la centrale technique de Mwanda. Je ne donne pas beaucoup de détails. En fait, à Mwanda, il y a le Perenco, la société Perenco, qui exploite du pétrole, évidemment. Il produit beaucoup de gaz qu'il torche, qu'il brûle. Et nous sommes en des pourparlers pour récupérer, effectivement, ce gaz, produire de l'électricité. Ce serait plus ou moins 200 mégawatts. Et ici, il est juste question que nous venions installer les unités de production. Et ça, c'est aussi une opportunité. Il est possible de pouvoir produire à Mwanda et ça peut être aussi récupéré par des miniers et les populations environnantes. Merci. Thank you very much, Mr. Tombilangana. You can emphasize on this because you talk about Park of Bukangalonzo, which is close to the demand we have here. Can you come and very quickly give an answer on it because it's a top opportunity? Ben, je pense que c'est un peu ça que vient de dire mon frère de l'ICPP. Ici, je crois que c'est important quand même d'orienter les partenaires de manière assez claire et précise en leur proposant, par exemple, un projet pilote, en disant que la terre est disponible, il est possible de voir ensemble, dans une cartographie claire, un lieu précis où il est possible de mettre à disposition la terre, autant des quantités qu'il faut. Il est très important de pouvoir dire aux partenaires toutes les spéculations possibles dans cette zone, que ce soit évidemment des cultures pérennes ou autres, et puis surtout la dimension de la transformation. On produit, mais il est très important sur le site d'implémenter des systèmes de transformation, c'est clair, pour donner de la valeur ajoutée. Et ça, évidemment, ça correspond à notre concept de parc agro-industriel où il y a tout ça dedans. Donc moi, je suggère vraiment que, peut-être après, qu'on puisse faire une proposition précise aux partenaires par rapport à un site. Ça va? Okay. Madame, Madame, if you want to add something. Je voulais juste rajouter aussi que il y a moyen d'obtenir des informations sur des espaces ou les terres sur lesquels les investisseurs peuvent investir au travers le ministère des Affaires foncières. Lorsqu'on a par exemple des demandes comme ça, des investisseurs, nous, ANAPI, on les canalise et on les oriente vers le ministère des Affaires foncières pour savoir exactement où est-ce qu'il y a ces terres-là pour exploitation. Donc après cette session, on peut évidemment approfondir avec les investisseurs sur leurs désirs, les détails des exonérations qu'il y a à ce jour, mais surtout, comme je dis, il faudrait commencer par avoir l'emplacement
idéal, et au travers du ministère des Affaires foncières, c'est possible. Via l'ANAPI. Voilà, merci. Thank you. Is there any question? Other question in the room? Yeah, Madam there. Madam, on your right, in pink. Thank you so much for such a detailed presentation. I just have a very basic question. I'm from India. I have ventures across scale development in green energy and understand. Je suis spécialisé dans la transition énergétique. On sait que la République du Congo démocratique a beaucoup de populations jeunes. Si on veut investir dans ce secteur de l'énergie verte, du point de vue des affaires, comment la promotion et comment l'agence de promotion des affaires peut nous parler des aides au niveau de l'établissement des affaires dans certains territoires? Bien sûr, vous avez parlé de sites web. Est-ce que vous pouvez nous orienter? Quels sont les processus que nous devons suivre? Est-ce qu'il y a des opportunités dans l'énergie verte? Merci. Madame, MD of INIP will answer on this question. Merci beaucoup. Donc, je vais commencer par répondre, mais je vais me faire compléter par ANSER, qui est la structure dédiée pour ce qui concerne vraiment les énergies, que ce soit électricité, tout comme les énergies renouvelables, les énergies vertes. Normalement, tout ce qui concerne l'énergie est éligible à un code qui n'est pas le code des investissements, mais nous accompagnons. Si Madame vient à l'ANAPI, on va recevoir Madame, on va organiser un cadre pour donner des informations d'abord basiques, donc de manière générale, comment il faut constituer une société, mais nous allons l'orienter vers ANSER, par exemple, qui peut lui donner plus d'informations sur les zones où il y a moyen d'opérer par rapport aux énergies renouvelables. En général, dans ce qu'il y a comme exigence dans ce genre de partenariat ou d'investissement, on exige justement que la main-d'œuvre locale soit bénéficiaire, donc qu'il y ait création d'emplois. Pour nous, c'est un atout lorsque les investisseurs arrivent, qu'il y ait transmission de savoir, de technicité auprès de la main-d'œuvre locale. Et la population de la RDC étant jeune, donc Madame la Première ministre l'a bien mentionné encore, 120 millions d'habitants, avec 60% de moins de 35 ans, donc c'est une main-d'œuvre potentielle vigoureuse. Je vais donner le micro à mon collègue qui peut vous répondre de manière plus spécifique sur les zones où il y a possibilité d'exploiter les énergies renouvelables. Merci. Merci Madame DG. Moi je voudrais déjà inviter Madame peut-être à passer tout à l'heure à notre stand parce qu'on a mis en place un document que nous appelons le parcours de l'investisseur. Elle est où Madame? Je vais vous inviter à notre stand, ANSER, enfin ANAPI, pour que nous puissions vous remettre ce qu'on appelle le parcours de l'investisseur. C'est un document qui montre effectivement, dès que vous arrivez, vous entrez par où, c'est clair, c'est l'ANAPI qui vous amène à ANSER, et à ANSER, nous vous prenons à la main jusqu'au bout. Donc ça, c'est très important. La deuxième chose, je voudrais aussi préciser que nous développons que des énergies renouvelables. C'est le solaire, c'est l'hydroélectricité. Aujourd'hui, on réfléchit sur du biogaz et on fait du soutirage sur les lignes avec la SNEL. La SNEL a beaucoup de lignes, évidemment. Quand il y a de la puissance dans la ligne et que nous sommes dans une zone où on peut desservir, on peut faire du soutirage là-dessus aussi. Ça nous évite beaucoup d'investissements. Et troisième chose, ce que nous faisons, c'est que nous vous proposons des sites. Je disais que nous avons un pipeline d'à peu près 1169 projets. Et là, nous avons 269 projets dans le programme d'investissement prioritaire. Donc, on vous propose des sites. Et sur ces sites-là, nous avons déjà en amont fait des enquêtes socio-économiques. C'est-à-dire, on peut vous dire quel est le potentiel technique, c'est-à-dire de production d'énergie, mais aussi quel est le potentiel économique dans la zone qui peut faire que votre système soit rentable. Parce qu'il est clair que quand vous venez, il faut que ça soit rentable. Et maintenant, Madame a demandé aussi à poser une question sur les subsides. Oui, je disais que nous avons ce qu'on appelle le fonds Mwinda.
Le fonds MWINDA, c'est un fonds de subside. Il intervient, ça peut être dans le CAPEX ou dans l'OPEX ou sur le kilowattheure, mais c'est vraiment en fonction de la configuration du projet. Donc c'est au cas par cas. Voilà. Et ça dépend aussi du secteur qui vous intéresse. Tout à l'heure, j'ai oublié de signaler un chiffre sur le secteur minier. Dans ce secteur-là, ils ont besoin tout de suite de 2000 mégawatts. Tout de suite. Voilà. Mais sinon, on pourrait se revoir aussi après pour d'autres détails. Merci. Thank you very much.